merci à vous d'avoir été à l'heure. Alors, je ne sais pas, nous ne sommes pas encore habitués au beau temps, puisque je ne sais pas ce qui s'est passé avec Norval. Ce qui s'est passé avec moi, c'est que mon métro a eu des problèmes. Voilà. Pardon. En 5 ans, c'est la première fois que je fais la main. Et je le justifie parce que je suis souvent en retard. Juste pas pour les événements que j'organise. Tu t'affranchis sonore parce que normalement, tu aurais dû tout me mettre sur le dos et Je n'ai pas tout ça. c'est de ma faute. J'étais avec ma fille au parc de l'abbaye juste à côté, elle jouait avec ses copains et voilà, on n'a pas vu le temps passer, c'est pour ça que je suis arrivé. En plus, je ne connais pas la ville. J'ai pas su m'arrêter, je suis allé jusqu'au bout de la rue, après je suis revenu. Bref, je ne savais pas. Voilà. Toutes ces excuses, il doit bien en avoir une de bonne. Choisissez celle qui vous paraît la plus plausible. Bonsoir à tous et tous et bienvenue. Merci à vous d'être là. Je vais quand même essayer de demander si on peut éteindre la musique de l'autre côté aussi. Non, ça ne dérange pas. Bon, ça fait claque quoi. Oui, très bien. Il y a le frigo aussi. Là, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Bonsoir, Norman Ajari. Bienvenue dans notre librairie pour la présentation donc, de votre livre. Oui, je vais en fait vous voyez. C'est beaucoup plus simple. Je crois que la plupart des gens le savent que je vous vois les auteurs, donc je ne ferai pas Oui, comme un radio. Exactement. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, même si c'est la 4e fois que tu viens, vous venez présenter votre quatrième livre. Le manifeste afro-décolonial, le rêve oublié de la politique radicale noire. 4e fois, et donc 4e livre aussi. Donc nous aimons bien les traditions ici, surtout quand elles permettent un renouvellement, d'y introduire du neuf. Ici, en l'occurrence, c'est un nouveau lieu. Bienvenue à ceux et à celles qui viennent pour la première fois. Et merci beaucoup. Pour un petit peu expliquer les modalités de la conversation, évidemment, je vais discuter avec Norman Ajari. Je vais évidemment, il y aura des questions, mais il y aura aussi des arrêts où je vous laisserai poser les questions que vous souhaitez poser à certains moments. Donc voilà, à ce moment-là, n'hésitez pas. Peut-être pour les remarques plus longues, on pourra le faire à la fin. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aussi poser des questions à certains moments, au moment de l'arrêt. J'imagine que cela vous conviendra. Absolument. Voilà. Cher Norman, en fait, je voudrais que vous rappeliez succinctement les articulations, les articulations de votre livre. Mais je vais peut-être vous donner mon exemplaire puisque je ne connais pas la validation du livre officiel. Ah bon, voilà. Par contre, je connais celle du mien. Ah, c'est l'exemplaire. Ah, bon. 19, 26. Donc, je vais malheureusement ou heureusement vous demander de lire un très bon livre. On va essayer. Bon, ça va? Oui. Ok, parlez fort, hein? Voilà. On va sortir la voix de vente, celle-là. Super. Super. Bon, je sais pas si je peux la tenir très longtemps, mais je fais du théâtre quand j'étais ado, on va essayer de revenir là-dessus. Alors, c'est une citation qu'on m'a demandé de lire, si vous n'avez pas entendu le moment décisif, et donc je vais lire cette citation de mon propre bouquin, et après on va la commenter, c'est ça? À la Véronique Clette. Son style qui a été inspirant ici. Pourtant, pour qui se donne la peine d'observer l'histoire de la négrophobie à travers le regard des intellectuels et des activistes afrodescendants qui l'ont étudiée et combattue, un tout autre tableau se dessine. La déshumanisation des Noirs cesse d'apparaître comme un phénomène générique et se présente comme une singularité. Les navires négriers, les plantations du Nouveau Monde furent des laboratoires de la discipline et de l'exploitation capitaliste. Ils se sont bâtis pour accompagner un déplacement de population sans précédent. Des lieux comme les Antilles, le sud des actuels États-Unis, le Brésil
ont été repeuplés de captifs noirs, qui n'étaient pas conduits là pour fonder sociétés et civilisations, mais pour travailler beaucoup, enfanter parfois, crever toujours. La colonisation du continent africain n'a balafré de frontières hasardeuses, a imposé une économie dévouée au monde blanc et une dévalorisation intégrale de la vie noire. La mutilation, la réécriture et la confiscation de l'histoire, des œuvres d'art, des sciences et des savoirs africains demeurent sans précédent. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, au Canada, les Noirs sont largement surreprésentés dans les prisons. La négrophobie, autrement dit, est une maladie dont les symptômes sont innombrables. Les Noirs ont eu à endurer, de façon intense et concentrée, toutes les formes de violence, de piège et de déshumanisation dont la modernité fut capable. De ce fait, il est très facile de dresser des analogies entre les Noirs et les autres groupes. Mais la constance, l'insistance et la puissance avec laquelle les Noirs purent à les subir méritent une attention particulière. En étudiant cette histoire et en tentant de la synthétiser, on peut classer les effets de la déshumanisation noire en 3 grandes catégories. Premièrement, l'aliénation, qui affaiblit la culture et l'esprit collectif noir, les rendant propices à la colonisation. Deuxièmement, l'expropriation, qui les prive de leurs ressources, de leurs œuvres, de leur souveraineté, voire de leur corps. Enfin, le génocide, processus de destruction de la vie et de l'existence noire. Ces différentes sortes de violences se présentent rarement sous une forme chimiquement pure. Elles se croisent et se fécondent mutuellement. On peut illustrer leurs intersections au moyen du diagramme suivant. Diagramme que nous n'avons pas exploré. Absolument clair. Moi, c'est clair pour ceux qui ont 10 sur 10 aux 2 yeux. Bien, merci beaucoup, Turkmana Jarry. Je vous ai fait lire cet extrait, ce long extrait, parce que je vais m'y référer, je vais souvent y arriver. Je trouve qu'il montre assez bien l'articulation du livre par la suite. Mais ce à quoi, je vais entrer dans le vif du sujet, je vais entrer directement dans le vif du sujet parce que je pense que vous allez être intéressés de rentrer très vite sur ces questions. Le fil conducteur de cet essai, qui est aussi la thèse principale, c'est en fait que la condition noire, c'est celle de la déshumanisation. C'est celle d'une déshumanisation qui est persistante. C'est ça qui est le point central. Donc une déshumanisation persistante que l'on voit à travers aussi la surexposition à la mort. Vous donnez régulièrement l'exemple de George Floyd ou de Lamine Bangoura, c'est plus près de nous. Et on peut aller même plus loin, enfin je ne me souviens pas que vous l'ayez abordé, mais j'ai envie d'être insolente et d'aller plus loin sur les guerres, par exemple en Afrique, où il y a aussi une surexposition, une surprésence de ces guerres. Historiquement, on peut le situer, mais voilà. Et donc, ce qui est particulier n'est pas la déshumanisation, mais aussi cette persistance, cet acharnement. Et en fait, c'est très intéressant parce que j'ai passé depuis hier que j'écoute Turkmana Jarry, puisque j'ai suivi 2 rencontres, notamment celle à laquelle il faisait référence avec Véronique Zengatouba. Et une question à la fin avait été posée, qui était le fait que cette déshumanisation n'est pas d'un fait, qui est propre en fait à la condition noire, puisque nous savons évidemment au cours de l'histoire et même dans le présent que d'autres populations, d'autres groupes sont exposés effectivement à cette déshumanisation. Ce à quoi vous êtes revenu en insistant bien sur la question de la persistance, de l'acharnement. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est évidemment que la question soit posée, mais que cette question soit récurrente, en fait, où cette singularité, en fait, il y a un refus de reconnaître cette singularité, comme si cette singularité, non pas comme cette singularité comme une caractéristique fondamentale qui est essentielle, en fait, à la négrophobie, et que c'est celle-là qui la distingue, et donc ce n'est pas une caractéristique secondaire, c'est une caractéristique qui lui est propre. Je vais poser une première question à partir de là, et je viendrai avec une deuxième par la suite. Qu'est-ce que vous en
singularité, en fait, parce qu'effectivement, moi, je me rappelle très patiemment, hier, vous êtes revenu pour expliquer l'acharnement et la persistance, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le refus, en fait, cette constance, ce retour constant vers ce refus de cette singularité, comme si cette singularité était un fait divers, quelque chose, un accident, alors que c'est ça même qui fait que, comment dire, que la négrophobie, non pas qu'elle mérite une juste attention, pas seulement une attention juste, mais une juste attention à travers cette singularité. Oui. La question de la singularité, en fait, comment dire, c'est une question un peu épineuse, en fait, cette question de la singularité qui m'énerve pas parce que je pense que c'est toujours nécessaire de la clarifier, de la mettre à plat. Et donc j'essaie d'être le plus pédagogue possible parce que je comprends que ça puisse irriter des gens, etc. pour différentes raisons, parce que c'est, comment on dit parfois, les Olympiades de l'oppression, qui est le plus opprimé, etc. Ben, c'est pas du tout ça le but, c'est l'objectif d'une telle théorisation, c'est plutôt l'objectif de comprendre. Évidemment, puisque c'est souvent le cas, ce qui m'avait été opposé dans la question que tu mentionnais à l'ULP, c'était ben, quand même, c'est avec évidemment le génocide juif, quand même il y a ça, etc. C'est souvent le cas. Alors, soit c'est dans le sens qui a été posé hier, de dire, ben, je ne veux pas dire que les Noirs c'est si terrible que ça, puisque regardez, il y a quand même eu la Shoah, donc vous voyez que c'est pas, voilà, c'est pas ça. Ou bien c'est dans le sens inverse, c'est de dire, bah, vous faites comme les Juifs, vous dites que, les histoires, vos histoires de Noirs, elles sont exceptionnelles parce que les Juifs opposaient eux-mêmes la Shoah comme quelque chose d'hors du commun, d'une espèce de phénomène terrible, et les Noirs prennent la même voie, ils font la même chose, et ils posent cette espèce d'archi-crime, alors que, encore une fois, c'est pas la même chose. Donc, soit c'est d'un point de vue, les deux points de vue prennent d'une certaine façon l'exemple ou le motif de l'Holocauste comme prétexte pour faire un contraste, pour faire une assimilation avec l'histoire noire, alors que, encore une fois, ce n'est pas du tout le but, et principalement parce que la question n'est pas celle de présenter ou de poser l'esclavage comme une espèce de grand crime. Ça, c'est l'héritage un petit peu de toutes les querelles mémorielles qui ont eu lieu, notamment en France, il y a une vingtaine d'années, qui ont laissé beaucoup de marques dans l'espace public francophone, je crois. Plutôt, quand je disais que cette question ne m'agace pas, c'est tout simplement, d'abord parce qu'il s'agit de montrer que dans énormément de luttes, dans énormément de contextes, la condition noire a fait office de métaphore ou a fait office de point de comparaison. Dans l'histoire de la lutte, des luttes anticoloniales, etc., on a très souvent mobilisé l'esclavage comme un pied de métaphore pour dire, regardez, notre condition est terrible comme celle des esclaves, etc. Ça a toujours été une affaire à laquelle on s'est référé et qui a servi de levier. C'est également aussi le fait que, dans beaucoup d'occasions et dans beaucoup de situations, il y a eu des alliances, des expériences de convergence entre les luttes noires et d'autres. Et d'ailleurs, on l'a encore vu récemment, je crois, avec l'exemple de l'Afrique du Sud, le soutien qu'ils ont apporté à la Palestine dans un moment décisif, simplement à partir de leur propre expérience de l'apartheid, aussi à partir de l'expérience, c'est ce qu'on nous on parle souvent bêtement un petit peu, oui, la solidarité, etc. Mais aussi ce qui compte, je pense, c'est l'expérience des juristes sud-africains qui savaient faire à cause de l'histoire de l'apartheid et de la comment dire, les comités de vérité, de réconciliation, parce qu'ils avaient en fait simplement les ressources humaines pour faire ça. Il n'y a pas énormément de pays qui peuvent avoir comme ça, et surtout des pays, on va dire, du Sud, et avec une espèce d'histoire anticoloniale, qui ont aussi des juristes qui sont capables de travailler comme ça de concert en termes de droits humains pour pouvoir faire un dossier comme ça. Alors, il faut aussi des ressources humaines, et ça, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a ça. Donc, quand on accuse les Noirs de parler trop d'eux-mêmes, on oublie que c'est aussi des traditions qui les ont amenés à se connecter à d'autres et à mettre leur expérience au service du collectif et au service du monde. Mais pourquoi ça? Eh bien, précisément à cause de cette spécificité qui n'est pas celle du génocide, qui n'est pas celle
de l'aliénation, qui n'est pas celle de l'expropriation, mais plutôt celle de la congruence de ces différents phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure, de leur récurrence et de leur articulation, qui ont pris ensemble et en même temps les populations noires pour cible, ou comme je le dis dans l'introduction du livre, comme crash test de la civilisation depuis très longtemps. C'est-à-dire que la plupart de ces types de violences, de déshumanisation, de torture, n'ont pas pour caractéristique d'avoir ciblé les Noirs de façon exclusive, mais davantage que la plupart des modes d'extermination, de torture ou de violence qui ont été inventés à l'époque moderne ont pris à un moment donné les Noirs pour cible, alors qu'elles n'ont pas toujours pris pour cible les Blancs, alors qu'elles n'ont pas toujours pris pour cible les Juifs, alors qu'elles n'ont pas toujours pris pour cible les Amérindiens ou les Autochtones, etc. Mais les Noirs ont toujours, à un moment donné ou à un autre, été considérés comme suffisamment bas dans l'échelle de l'humanité pour pouvoir en être la cible. C'est plutôt ça qui m'importe, c'est-à-dire la constante de cette dévalorisation de leur existence, qui, comme je le dis, ne leur est pas propre. La déshumanisation, c'est un phénomène labile, c'est un phénomène qui est un petit peu, allez, on va le dire, rapidement performatif dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à peu près à n'importe quel groupe, mais le fait est que les Noirs ont, à travers leur histoire, été très souvent rivés à la sous-humanité, et même souvent ont été un petit peu le patron, pour le dire comme au sens de du vêtement, quoi, ça veut dire la forme de base à partir de laquelle on a appliqué le schéma de la déshumanisation en disant, vous êtes aussi bas que les nègres. Voilà. C'est comme ça, d'ailleurs, par exemple, ça m'est revenu comme ça spontanément, c'est pas un exemple que j'utilise d'habitude, mais dans les bagatelles pour un massacre, de Louis-Ferdinand Céline, quand il parle des Juifs, c'est une des premières occurrences où il commence à parler des Juifs, il dit, les Juifs, ce sont les demi-nègres. Voilà. Donc ça prouve bien que, même au cœur du délire du plus grand antisémite de l'histoire littéraire française, eh bien, le Juif lui-même devient une espèce de mesure du nègre, quoi. Il faut ramener le nègre dans l'affaire pour que le Juif soit mesuré à l'aune du nègre. C'est quand même assez sinistre, alors que finalement, on dit souvent, dans Voyage au bout de la nuit, Céline a montré de la compassion à partir des nègres, etc. Mais lorsqu'il s'agit de devenir vraiment raciste, le nègre, ça devient une espèce de poids qu'on utilise pour mesurer la qualité raciale des autres peuples. Et donc c'est là-dessus que j'ai voulu insister en me concentrant sur la condition noire dans ce livre. Pas pour enlever quoi que ce soit à quiconque d'autre et à d'autres souffrances, etc. Mais davantage pour une fois essayer d'explorer à partir de la condition noire l'histoire coloniale et post-coloniale de ces violences. Et au-delà de cette concurrence, somme toute plutôt artificielle, il y a donc, qui peut donc effectivement cette surenchère, mais au-delà de la surenchère, il y a aussi, à mon sens, une certaine dilution de cette spécificité. Donc voilà, à partir du moment où on enlève cette spécificité, il n'y a plus rien, c'est une déshumanisation comme une autre. Ce que je trouve grave de deux manières différentes. La première, évidemment, à partir du moment où je suis souvent énervée, et pas tout souvent énervée dans la vie, mais pour une raison particulière. Et Véronique va dire que je radote, mais j'ai besoin de le partager. Il y a cette occurrence, par exemple, dans cette discussion, je pense qu'un exemple peut être intéressant. Il y a Black Lives Matter, on sait bien à quel moment ça arrive, mort de George Floyd, qui est somme toute un paradigme, en tout cas de comment les luttes contre la négrophobie se sont plus ou moins organisées, engagées ou désengagées à un moment donné. On a senti, moi j'ai vu arriver, évidemment, vous avez certainement vu aussi arriver, le All Lives Matter. Évidemment, il y a les racistes, évidemment, mais il n'y a pas que les racistes, il y a aussi les bons gauchistes qui étaient là, enfin, quand même. Moi, c'est aussi les racistes. Merci. Et après, il y a eu aussi Sans Papier Lives Matter, évidemment, je l'ai vu passer. Sans Papier Lives Matter. Oui, je me suis énervée toute seule dans le salon. Oui. Je me suis un petit peu énervée toute seule dans le salon, et puis il y a la question Palestinian Lives Matter, évidemment, etc. Évidemment que
toutes ces vies-là comptent. Ce qui posait problème, à mon sens, c'est d'avoir choisi ce format-là. Oui. Et il est injuste de deux manières différentes, je pense. La première, c'est le refus à ces formes de déshumanisation-là spécifiques, qui soient celles à l'égard des sans-papiers, celles à l'égard des Palestiniens ou celles à l'égard de tout individu. C'est un refus de la spécificité de ce qu'ils vivaient, mais c'est aussi cette volonté d'effacer ou le fait, la possibilité pour les personnes noires de pouvoir se rassembler autour de cette question et de dire, voilà, que les vies noires comptent de cette manière-là spécifique. Voilà, et ce qui me pose question, évidemment, comment est-ce que tu verrais ça? Parce que... Vous comment vous verriez ça? Je pense qu'on peut passer au tutoiement. Parce que là, on a passé un temps qu'on se connaît trop bien. On se connaît trop bien. Voilà, je suis toujours partagée entre le fait qu'il faut évidemment la convergence des luttes, etc. Mais pour moi, là, je n'y vois évidemment pas la convergence de luttes, je vois l'espacement des spécificités et le refus à d'autres situations de violence d'être vues, reconnues dans ce qu'elles ont de spécifique. Mais là, en fait, je trouve cette situation, cet exemple encore plus triste quasiment que ce que tu décris, dans le sens où c'est bien le signe du fait que ce qui était intéressant, ce qui était grandiose dans Black Lives Matter, c'est pas du tout ce slogan. Parce qu'au fond, le slogan est assez triste. Ce slogan en lui-même n'a rien de revendicatif, il est un peu mélancolique. C'est un peu mélancolique de dire les vies noires comptent, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est tellement, laminé que on en est là à expliquer que les vies noires comptent. Et donc, la reprise, qui est vraiment là pour le coup une reprise libérale de ces slogans dans d'autres luttes, est le signe à la fois du fait que le mouvement a eu un impact important, mais ce qui a eu un impact important, c'était le mouvement, non pas le slogan. C'est souvent ce sur quoi je pense qu'il est nécessaire d'insister. Moi, j'étais aux États-Unis pendant ce mouvement-là et j'ai vu vraiment à quel point ça déferlait, à quel point ça s'opposait avec la police, à quel point c'est des millions de personnes dans les rues. À Philadelphie, je pense que c'était un demi-million de personnes ou quelque chose comme ça. C'était vraiment gigantesque. C'était la plus grande manifestation que j'ai vue. Et c'était à Philadelphie, c'est pas la plus grande ville des États-Unis, c'est pas New York. C'est une grande ville, mais les hélicoptères survolent. Enfin, c'est quelque chose d'ordre du commun de voir ça. Mais c'est pas le slogan qui fait ça. C'est l'émotion par rapport à la mort de George Floyd, sa télédiffusion massive, perverse, l'organisation des groupes qui sont là, une jeunesse noire qui est déçue par Obama, on est sous Trump, on est après le Covid, les gens sont dégoûtés parce que les travailleurs essentiels c'était beaucoup des morts. Enfin, c'est ça, c'est pas le slogan Black Lives Matter. Et l'identité un petit peu de ce slogan devient encore plus triste lorsqu'on l'applique à d'autres choses. Sans papier Lives Matter, on est dans le misérabilisme le plus total, parce que, encore une fois, on le découple du mouvement, car en plus c'est un vieux mouvement aux États-Unis, Black Lives Matter. C'était George Floyd, c'est juste le deuxième moment, mais avant, il y avait Ahmaud Arbery, il y en avait d'autres avant sous Obama, etc. Donc, depuis 2014, depuis 2013, etc., il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire c'est une longue gestation et tout ça. Et Palestinian Lives Matter, c'est encore le pire, parce que, je veux dire, est-ce que vous allez faire comprendre à Netanyahou que les Palestiniens comptent? Le slogan pour la Palestine, c'est de la mer au Jourdain, c'est pas Palestinian Lives Matter. Donc en plus, c'est un appauvrissement de la lutte et de la compréhension du colonialisme, de peuplement israélien, qui n'a strictement aucun rapport. Donc en fait, c'est devenu une espèce d'objet de tractation libérale pour parler de tout et n'importe quoi, en s'assurant qu'on est dans le bon camp, et en ne comprenant rien à chacun des cas dont on parle. Donc effectivement, c'est encore une fois un exemple de la manière dont la politique noire et la question noire est appliquée à tout le monde pour faire des analogies, et en vidant chaque cas de sa spécificité, et en plus en vidant l'histoire politique noire elle-même
de tout son intérêt, parce qu'on en prend vraiment ce qu'il y a de moins politiquement, je dirais, revendicatif, révolutionnaire et intéressant pour les autres. Je veux dire, s'il y a quelque chose que le mouvement noir a à apporter aux autres, je ne pense pas c'est d'expliquer aux sans-papiers que leur vie compte, d'expliquer aux Palestiniens que leur vie compte. Je pense qu'ils le savent. Je pense vraiment, là, on a créé une espèce comment dire, de mantra dénué de la moindre intérêt, de la moindre efficience politique, et, comment dire, qui, à cause de ça, est d'autant plus perverse que on va dire, ah ben oui, mais c'est parce que la politique noire, à la base, elle est libérale, etc. Donc en plus, on va nous mettre sur le dos le fait que les blancs libéraux reprennent ces mots d'ordre et, comment dire, font des mouvements et des opérations politiques dénuées d'intérêt et dénuées d'impact. Comment avez-vous su que c'était les blancs Oh, je connais. C'est une amie. Mais, Qui d'autre? Qui d'autre? est-ce que une personne ou l'autre souhaite intervenir? Il y a une époque où j'ai vécu à la maison africaine, et pour bien montrer comment la négrophobie est une valeur universelle, on demandait jamais aux personnes qui vivent en Australie, en Amérique latine, tiens, qui sont racistes là-bas. La question est simplement, comment sont-ils racistes dans ce pays-là? Et alors, je voulais dire autre chose à cette dimension. Il y a du boulot, hein? Dimension universelle. C'est que beaucoup de personnes, peu importe leur origine, considèrent qu'il y a une évolution positive de l'esclavage à la colonisation, à la discrimination aujourd'hui. Les gens ont l'air de dire c'est quand même mieux aujourd'hui qu'avant, parce qu'ils ne remarquent pas la subtilité du racisme aujourd'hui tel que ça se passe. Et alors il y a une dimension qui est aussi à accrocher à celle-là, c'est, je dirais, la bestialisation. Je ne vois pas ça dans aucun autre racisme dans le monde. La bestialisation de l'individu noir. Je n'ai jamais vu des supporters faire des cris de perroquet ou de lama ou de cochon ou de je ne sais pas quoi. Mais dans l'inconscient collectif, il y a cette histoire que le noir, c'est quand même un animal quelque part entre le macaque et l'homme. Vous voyez? Tout à fait. Voilà, je n'ai jamais remarqué ça. Et ça, pour moi, c'est une dimension particulière, singulière du racisme, telle que la négrophobie. Voilà, c'était juste une petite contribution. C'est une contribution d'une grande valeur. Et oui, c'est vrai, je ne m'étais pas vraiment fait cette remarque, mais vous avez tout à fait raison. J'y ajouterais peut-être, comment dire, je marquerai une petite différence, mais qui permet d'approfondir en fait la question, dans le sens, mais qui ne va pas du tout contre ce que vous allez dire, sur le phénomène de déshumanisation. Les études sur la déshumanisation montrent que cette comparaison à l'animal, etc., c'est un phénomène qui est propre à tous les moments politiques où la déshumanisation a lieu. C'est-à-dire, par exemple, encore une fois, cet exemple récent autour comment dire, du discours israélien sur la Palestine, les animaux humains, c'est une phrase qui a beaucoup circulé d'un ou d'une ministre, je ne sais plus, israélienne, qui disait, peut-être le général, qui disait qu'il faut se débarrasser, quoi. Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est entre les deux. Il faut se débarrasser de ces animaux humains. La comparaison de l'animal, enfin, le fait de créer une image d'un être humain comme un animal, ou plus exactement, ça c'est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la question de la déshumanisation, qui s'appelle Smith, je me souviens plus de son prénom, Livingstone Smith, qui dit que on imagine toujours, que ce soit le génocide rwandais, que ce soit le génocide juif, etc., on imagine toujours une apparence humaine qui cache un animal, ou qui cache une bête, ou qui cache un monstre. Mais la différence avec la négrophobie, là où j'avais tout à fait raison, c'est que cette espèce d'animalisation, elle est en plus, comment dire, singée, ou elle devient une espèce d'objet de raillerie pour les autres, ce qu'on ne voit pas ailleurs. On dit que quand Hitler dit les juifs sont des cafards, ben les nazis on va être là à imiter des cafards, à s'amuser,
quand un juif passe, à imiter un cafard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette espèce de mise en scène ou de jouissance comique et burlesque de la déshumanisation qui est absolument comment dire, étrange et sidérante par rapport à la déshumanisation noire. La déshumanisation, c'est vraiment un phénomène comment dire, présent et qui est une brique de tous les phénomènes génocidaires. Mais le caractère, comment dire, presque cinématographique ou théâtral de ça, et la moquerie qui l'accompagne, c'est quelque chose qui a particulièrement dans l'histoire nord. Plus exactement, bien sûr, les nazis, etc., se moquaient des morts, mais là, on se moque des vivants. Devant eux, il s'agit d'en faire un objet de, comment dire, une pièce dans cette espèce de théâtralisation. Et comme je disais hier, avec l'idée qu'il s'agit non pas juste de les éliminer, mais de les mettre dans une situation où, pour citer Franck Etienne, on est comme des médecins auprès d'un malade qui ne veulent pas qu'il meure, mais qui ne veulent pas non plus qu'il guérisse. Où ils doivent rester là pour qu'on puisse s'en amuser, pour qu'on puisse se moquer. Donc c'est une forme de déshumanisation très spéciale. Donc voilà, je ne veux pas dire que, encore une fois, la déshumanisation est propre aux Noirs, ce serait faux, mais qu'il y a une modalité tout à fait particulière et tout à fait spécifique, une espèce de différence qualitative qu'il est important de comprendre et que vous avez bien montré pour, c'est vrai, ces imitations, ce fameux cri de singe des stades qu'on ne trouve pour aucune autre des minorités qui sont toutes présentes dans les stades, mais il n'y a que pour le noir que la banane et le cri de singe sont dégainés. Avant de passer à la suite, et là j'espère que tout le monde a bien écouté le long des traits, parce que je voudrais un petit peu que vous rappeliez, et là à un moment donné il faut vraiment qu'on passe au vouvoiement, parce qu'on va peut-être se battre, que vous rappeliez un petit peu la place de la question de l'appropriation culturelle dans le processus, en fait, dans le processus négociatoire. L'appropriation culturelle? Oui. Alors oui, j'ai un petit chapitre sur l'appropriation culturelle dans le livre. Alors je ne sais pas pourquoi on va se battre. C'est parce que vous y croyez ou que vous y croyez pas. Non, c'est à cause ou grâce à une question posée hier. Ah d'accord. Ok. L'appropriation culturelle, qui est un concept qui est fort débattu, etc. Donc je crois qu'il y a un nouveau livre qui vient de sortir là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de livres en français là-dessus. Il y en a un nouveau qui est écrit par un jeune historien de l'art maghrébin français qui vient de sortir. J'ai hâte de lire ça parce que ça m'intéresse. Donc, on va voir si on est d'accord avec lui ou pas. Je ne sais pas encore. Moi, en tout cas, ce sur quoi j'insiste, c'est sur précisément cette notion d'appropriation qu'à mon avis, on a oublié un petit peu. Ce sur quoi je voulais insister dans ma notion d'appropriation culturelle, ou dans ma compréhension de la notion d'appropriation culturelle, c'est la capacité d'un pôle de pouvoir, d'un État ou d'une institution, à s'approprier quelque chose, c'est-à-dire à en priver la population, la culture qui est à l'origine de cette création culturelle, à la priver des bénéfices de sa propre culture. J'ai utilisé pour ça une espèce de comparaison avec le langage de l'économie numérique qui fait la différence entre les biens rivaux et les biens non rivaux. Les biens rivaux, ce sont les biens qu'on est obligé de céder pour les vendre ou pour les donner. Par exemple, quand on vous vend un ouvrage comme celui-ci, c'est un bien rival parce que si je vous le vends ou si je vous le donne, je ne peux plus le posséder. C'est vous qui l'avez maintenant, moi je ne l'ai plus. En revanche, par exemple, un ouvrage en format numérique ou plus largement une connaissance, un enseignant, quand il enseigne quelque chose à quelqu'un, il ne devient pas d'un seul coup ignorant, il démultiplie la
connaissance. Donc j'ai fait cette analogie qui peut sembler choquante, on va dire, aux personnes qui ont vraiment un attachement particulier à l'appropriation culturelle, mais en concept, on va dire, un peu pop, le concept d'appropriation culturelle, mais quand un blanc commence à porter des dreadlocks, on peut trouver ça choquant, on peut trouver ça grossier, on peut trouver ça de mauvais goût. Encore une fois, aucun problème avec ça, je suis vraiment pas trop fan de ce style, sauf chez certains musiciens de métal, c'est un côté un peu comme stylé, quoi. C'est vraiment le style métal à fond, quoi. Et sinon, en style baba cool, c'est vraiment pas génial. Mais on ne prive personne de son bénéfice. La dread ne deviendra pas un bien rival. À chaque fois qu'un blanc se fait des dreads, il n'y a pas un rasta qui se réveille chaud. En revanche, il y a des processus d'appropriation culturelle qui transforment des biens non rivaux en biens rivaux. L'exemple que je prends depuis un certain temps, c'est l'exemple de cette chaîne de restaurants Nando's qui a breveté des plats, africains, et qui a racheté des recettes d'une chef africaine pour une bouchée de pain et qui en a fait une multinationale. Là, on a des personnes qui sont effectivement lésées et une économie qui est d'une certaine façon amoindrie à cause de cela, qui n'a pas la possibilité de se développer et surtout de faire valoir ses propres créations et son propre génie. Ce sont les Blancs, en l'espèce, un Portugais, un Sud-Africain blanc, qui rachètent le génie noir et qui l'exposent au monde pour un bénéfice millionnaire. Voilà un exemple que j'ai pris, il pourrait y en avoir d'autres. Donc j'insiste sur cette notion de privation. Qui est privé, qui est bénéficiaire. Voilà, j'ai voulu insister là-dessus dans cette notion parce qu'il y a, comment dire, des exemples où il n'y a pas de personne n'est lésé. Et je trouve, pourquoi je fais ça? Pas par amour pour les blancs à dread ou les gens qui font des dashiki, etc. Mais, oui, après, j'ai un pote qui a un rebeu avec les dreads très longtemps. Tout le monde me dit, tiens, c'est un de mes meilleurs potes. Voilà, j'ai fini par, comment dire, avoir un certain romantisme moi-même pour son obstination et tout comme ça. Je finis par trouver ça intéressant. Mais surtout, parce que je pense que ça affaiblit la vraie capacité du concept, parce que sa vraie portée. Le but des personnes qui ont commencé à parler d'appropriation culturelle, c'était pas de regarder les sapes que les gens portent, etc. C'est pas ça. C'est vraiment de nous permettre de garder le contrôle économique de nos productions, de notre créativité, de notre patrimoine artistique, etc. C'est vraiment ça. Et si on l'affaiblit en s'intéressant à, comment dire, des bêtises de comment les gens s'habillent dans la rue, eh bien ça nous dessert, ça fait que le discours devient un petit peu ridicule, un petit peu trop pop, etc. Et les choses vraiment importantes, les gens qui se battent vraiment pour faire valoir les vols de leur production culturelle. Un autre exemple serait tout le cas des diggers, voilà, les gens qui vont en Afrique, qui prennent des vinyles, qui les brevettent en France, qui n'ont pas été mis au, comment dire, copyright, oui, ça va voir un peu ça en fonction des différents pays, ça a des noms différents, mais bref, qui en mettent le copyright, etc., qui les brevettent. Le brevet. Voilà. Et donc, il y a des gens, voilà, qui pillent un petit peu, voilà, le jazz africain, etc., les musiques africaines, qui viennent les vendre en Occident, après en faire des CD, et après les gens sont bien embêtés, parce qu'on n'a pas de, si j'ose dire, de soutien vraiment culturel à ça, parce que quand on arrive avec le concept d'appropriation, bien sûr, on peut jouer que sur le registre du droit. On peut dire, voilà, c'est une question de brevet, etc. Mais ce serait une meilleure arme culturelle qu'on dise ça, c'est une question d'appropriation culturelle, mais quand on dit ça, on a tellement falsifié le terme que ça n'est plus efficient, parce qu'on a l'impression que c'est la même chose que lorsqu'on se bat contre Solène ou Marjolaine qui est venue en grand boubou, etc. Et ce sont des choses qui ne sont pas très intéressantes et pas très efficaces. Donc c'est plus pour recentrer le débat sur des choses qui peuvent nous permettre de critiquer
des vrais problèmes économiques, des vrais problèmes, comment dire, culturels qui nuisent à la vie et au succès des artistes. Parce que je pense que ce concept d'appropriation culturelle, il est précieux en fait. Il est précieux. Je pense que c'est un très bon outil, mais il faut doser. Il faut doser et on n'a pas toujours dosé. Sur le fait qu'il faut doser, mais avant de continuer, je sais qu'il fait chaud. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent demander à boire? Oui. Moi aussi, je veux bien commander, je veux bien le même. Reprenez-le si vous l'aimez, hein, le rose, là. Un spécial Gojo. Spécial Gojo, voilà. Mercato. C'est par la brasserie illégale. Voilà, on va faire une petite pub à la brasserie illégale qui font des bières là qui sont savoureuses. Ok, bon, je vais continuer, mais elle va revenir. Donc sur la question d'appropriation culturelle, je dois avouer que c'est une question qui me fuit constamment. Mis à part un arpentage qui était absolument souffrentiel avec des personnes où on travaillait là-dessus, je n'ai pas eu beaucoup de... Enfin, j'ai lu 1 ou 2 livres sur l'appropriation culturelle. Tout cet arpentage souffrentiel, ça m'intéresse. Saupoudre, même si tu ne veux pas aller dans les détails, saupoudre, parce que ça doit être intéressant. Non, parce que nous allons devoir médire de nos amis libéraux, très gentils. Mais je suis prête à en parler un petit peu après. Parce que là, tout d'abord, je vais y aller avec toi et je te suis pas. C'est qu'en fait, donc c'est un malaise, plus qu'une réflexion profonde là-dessus, c'est un malaise, et moi souvent ça part de malaise. C'est que nous sommes en train de situer la question de l'appropriation culturelle sur un terrain bien clair, qui est celui de l'économie marchande. Mais ce qui, moi, m'intéresse dans la question de l'appropriation culturelle, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille doser et que tout n'est pas l'appropriation culturelle. Et que parfois c'est un petit peu étonnant parce que tout devient appropriation culturelle. Il suffit que quelqu'un mette quelque chose de mauvais goût et qu'on dise que c'est de l'appropriation culturelle. Je n'irai effectivement pas jusque-là. Mais quelque chose que je trouve mériterait d'être exploré, et ça ce n'est pas du tout quantifiable d'un point de vue marchand, c'est le fait que j'aurais mis aussi l'appropriation culturelle au-delà de la question économique marchande à laquelle tu te réfères, qui est fondamentale et de laquelle je ne soustrais rien du tout. Il y a la dimension où je trouve effectivement quelque chose d'important dans l'appropriation culturelle, c'est de rendre meubles, objectivables, des biens importants de personnes qui sont importants dans leur définition d'elles-mêmes. Et donc là, je vais donner un exemple pour être clair. Tu as donné l'exemple clair des dreadlocks et je trouvais que c'était assez parlant. Mais je vais aussi parler du wax, par exemple, parce qu'effectivement, tu as donné l'exemple des vêtements. Le wax qui est aujourd'hui, autant il était considéré comme un vêtement africain il y a quelques années. On connaît l'histoire du wax, évidemment, le lien. C'est une belle histoire, un beau conte de la globalisation, dont finalement les Asiatiques ne profitent pas nécessairement de tout ce qu'ils devraient profiter, mais on sait bien qu'il y a ce passage de l'Asie, on sait bien l'importance qu'ont eu les colons, qu'ils soient hollandais ou autres, à pouvoir le disséminer en Afrique, mais il y a une dimension de création et de créativité absolument importante, par exemple, qui est le design. On n'appelle pas ça design parce que ce sont des dames africaines qui l'ont fait, le design, etc. Et au-delà de ce design et de cette contribution créative, il y a aussi le fait que le wax, au moment des indépendances et un petit peu avant, elle a joué comme un outil, une étoffe de fierté par rapport à la définition de soi, comme des personnes comme l'africaine, une étoffe qui était méprisée parce que trop colorée, pas assez classe, etc. Ces personnes se sont redéfinies à partir de là. Puis arrivent nos amis diaspora, qui sont allés effectivement, qui ont ramené la... Regardez quelqu'un en particulier. La diaspora, c'est lui, la diaspora, c'est Nous avons eu de grandes discussions sur le rôle des diasporas dans pas mal de choses. Donc puis arrive évidemment la diaspora qui partage, qui je sais pas, en vacances ou dans ses liens avec l'Afrique,
découvre ou s'amourage de cette étoffe et la met à la mode, et tout à coup, cet outil qui était un outil démodé pour les vieilles mamans africaines, ça devient un outil ben que bon, que tout le monde se l'arrache, et une phrase qui vient souvent, mais là, ce n'est même pas africain, il n'y a rien d'africain dans le wax. Tu dis, bon, quand même, un petit peu, quoi. Et donc, c'est de dire, cet outil qui était ce à quoi les gens se définissaient, parce que les Africains ou les Africaines plus particulièrement ne se sont pas contentés d'arracher cet outil aux Asiatiques, etc. Il y a évidemment toute une histoire, mais à partir d'un moment, se le sont appropriés, l'ont redéfini. Et donc cette capacité à retirer, y compris cette petite fierté, de dire mais non, ça ne vaut rien, ce n'est pas à vous, une fois que c'est devenu à la mode, une fois que la reconnaissance de cette beauté a été, et il n'y a pas de transformer ce bien qui était important, à partir de quel les gens se définissent. Et moi, on peut parler évidemment du wax, mais on peut parler aussi du rasta ou de toute autre chose, ou à partir du moment où on voit, peut-être que cela peut être le cas pour d'autres communautés ou d'autres groupes dominés, mais je connais un peu plus le groupe noir, donc c'est là-dessus que je vais c'est là-dessus que je vais, à partir de ce moment-là, on va se l'approprier, ça devient un bien meuble, mercantile, qui ne, voilà, ne signifie pas ce que vous lui donnez comme signification. Donc là-dessus, je suis un petit peu frileuse quant au fait de définir l'appropriation culturelle uniquement sur le terrain du côté mercantile, sans compter ce que les populations, quelles qu'elles soient, y investissent de la part d'elles-mêmes, en fait. Pour moi, ce que tu décris là, c'est un truc tout à fait économique au sens, en tout cas dans ma signification, parce que, comment dire, ce qui a donné une valeur au wax précisément, c'est précisément tout cet investissement qui a été fait. Je suis vraiment pas un grand spécialiste, mais quand j'étais au Togo, précisément pour présenter la première édition togolaise de cet ouvrage-là, j'étais avec un rappeur que peut-être certains connaissent, qui est Elon Pence. Lui, on va dire, il est descendant d'une des familles qui ont comment dire, porté ce wax, de ces femmes qui ont fait ces designs, etc. Donc, je ne me souviens pas de tous les noms de ces designs qui sont fabuleux, l'œil de Marival par exemple, ce genre de choses où chaque pièce, comment dire, chaque design avait une signification qui, comment dire, était adressée aux voisins, adressée sur le caractère infatigable au pied de leur mari, etc. Ou, comment dire, bref, il y avait une espèce de langage de ces vêtements, de presque d'ironie ou de défi lancé aux voisins avec les vêtements qui est absolument unique. Mais ça, c'est ce qui a donné la valeur, quoi. Parce que la valeur économique, c'est pas juste des bêtes histoires de plus-value, de comment est-ce que je revends plus cher le vêtement chinois ou hollandais, pas très cher, etc. Non, c'est de leur donner une valeur supplémentaire, de leur donner ce supplément d'âme. Sans tout ce travail-là, sans toute la signification, tout ce qu'on veut, même, comment dire, les Blancs aujourd'hui de Paris, de Bruxelles ou de Amsterdam, ils ne porteraient jamais le wax. Si le wax n'avait jamais été l'œil de ma rivale, si on ne leur avait pas donné ce supplément d'âme, ils ne le porteraient pas. C'est parce qu'il a eu cette signification pour les Africains, parce qu'il a eu cette signification pour la tenue, parce qu'il a été porté plus fièrement, parce que ça a permis de créer comment dire, cette expertise, ce talent dans la couture et tout, qu'il est devenu cet objet de mode. Donc pour moi, c'est ça ce qui est important dans l'économie aussi. C'est une économie de la création, c'est une économie où, précisément là, on est dans une situation où le talent de génération et de génération comment dire, de femmes, notamment de femmes africaines, ont été à un moment donné effacées de leur propre histoire, parce que on utilise un petit peu l'impact culturel que le wax a, malgré tout, parce que il a un impact culturel au point que voilà, c'est un motif qui pourrait être un motif de wax qui a ce truc-là. Je peux vous dire que,
comment dire, c'est pas une personne togolaise, je pense, qui a fait ça, ou une personne camerounaise, ou quoi, je sais pas, qui a fait le design, qui est un très beau design, hein, c'est pas ça la question, mais que c'est un peu un signe, justement, de ce dont, il y a pas de ce dont on parle, que ça devient un truc qu'on utilise. Et je pense que ça a été utilisé de manière tout à fait pertinente. Hein. Encore une fois, je veux dire, les designers, c'est pas des imbéciles, c'est des gens intelligents. Non, mais voilà. Donc, je pense que ça rentre dans ce que je veux dire. C'est-à-dire, ça rentre dans ce truc où il aurait été bien préférable. D'ailleurs, c'est ce que Elon Musk essaie de faire lui-même maintenant, parce qu'il a créé sa propre ligne de vêtements, etc., où il tente d'employer l'expérience et l'expertise de sa propre famille et de sa propre lignée pour l'appliquer à la mode européenne. Et c'est ça qui aurait dû être le cas depuis bien longtemps, mais que une structure économique inégalitaire et comment dire, une frontière nord-sud extrêmement étanche a empêché de faire. Donc pour moi, c'est ça que signifie la focus économique que j'ai voulu donner au concept. Très intéressant, mais dans ce cas, la signification n'est pas nécessairement la même. C'est que effectivement, ce qui rend le wax intéressant par rapport à sa réception, je vais le dire grossièrement occidentale, c'est le fait que ce soit quantifiable et que ça devienne mercantile, mais que les personnes, en tout cas qui l'ont investi et d'où il part, ce n'est pas nécessairement la première signification. Il y a une part d'elle-même qui est investie dedans. Non, mais je pense que dans la mode, il y a toujours un peu des deux. Il y a toujours un peu des deux. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus croire que les femmes et les familles qui vendaient le wax en Afrique, il y avait aussi cette dimension mercantile, bien sûr. Elles se sont enrichies. Voilà, il y a même, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai visité un peu, il y avait une espèce de petite expo là-dessus, le fait qu'elle roulait en Mercedes et tout. Voilà, Nana Beth. Et c'était même l'objet d'une des pièces, d'un des designs, pour rappeler qu'elle roulait en Mercedes, etc. Donc, ce côté-là n'est pas à mésestimer. Le côté économique était présent, hein, elle aussi, il n'y a pas que ça. Mais ce côté, je dirais, comment dire, voilà, sap, bling, etc., était déjà présent d'une manière moins postmoderne à l'époque. Mais ça avait aussi d'autres significations. Et les Européens, les Occidentaux, qui portent n'importe quel vêtement, ne sont pas non plus des espèces de zombies qui portent tout ce que Zara leur dit de porter. Ils ont aussi leur propre imaginaire sur la façon dont ils s'habillent, etc. Je parlais des métallos tout à l'heure, c'est très étudié, il y a le code, etc. Voilà, le patch Metallica, le patch, comment dire, Motorhead et tout, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Il y a aussi un imaginaire. Si, et justement, c'est un transfert, il y a une espèce de comment dire, de traduction plus exactement, qui est forcément une déperdition du fait que s'il n'y avait pas eu cet empouvoirment, pour utiliser s'il n'y avait pas eu cet empouvoirment africain dans le port de ce wax, les Blancs n'auraient jamais eu envie de le porter. C'est parce qu'ils se sont dit, oh, le bol des gaines, quel impressionnant, quoi, impressionnant. Il va falloir qu'on fasse la même chose. Probablement le même type d'impression que les premiers sapeurs ont rencontré dans le 16e arrondissement quand ils voyaient des nazis, des fachos français, comment dire, pas des skinheads, mais je veux dire des mecs de LVMH débarqués en Dior de pied en cap, en se disant intéressant cette dégaine, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, quoi. Peut-être sans doute que comment dire, le problème c'est l'industrialisation de la chose, le caractère comment dire, mercantile et mécanique de la manière dont tout ça est approprié, quand ça va dans le sens de l'Afrique, depuis l'Afrique vers l'Occident, ce qui n'est pas le cas lorsque ça va de l'Occident vers l'Afrique. D'un côté, je dirais, beaucoup plus amateur, beaucoup plus comment dire, créatif et beaucoup plus artistique, ce que l'industrialisation ne rend plus possible. Tu vois ce que je veux dire? Le sapeur est obligé d'inventer là où l'industrie ne peut que
aspirer et reproduire massivement. Et c'est ça, je pense, la différence. Mais je pense qu'au départ, il y a vraiment l'émerveillement face à ce qui est devenu au souffle, à la spiritualité presque, en tout cas au désir qui était investi dans ces designs wax et dans les styles que ça a donné lieu du côté africain. Tu vois ce que je veux dire? Non. Est-ce que je suis... Pas encore, mais j'ai dit que j'étais en pleine réflexion, donc ok. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut intervenir d'une manière... Je peux me permettre encore. Oui. Oui, en fait, moi, j'ai rencontré des anthropologues chinois à Londres il y a quelques années. Les anthropologues chinois, c'est ça? Oui, des anthropologues chinois à Londres, et donc leur regard sur l'Afrique m'avait beaucoup intéressé à ce moment-là. Il y a plusieurs domaines de la vie où les gens se sentent concernés par l'Afrique ou les Africains. Vous en avez cité quelques-uns ici. Hein. Au niveau de la chevelure, bien sûr, il y a les rastas popularisés par le reggae. Mais les tresses, aujourd'hui, moi je me souviens à 40 ans, c'était un peu bizarre de voir une Asiatique faire une tresse. Aujourd'hui, c'est tout à fait banal. Le rap, vous avez tous connu Gangnam Style. Pour ces anthropologues, ils pensent que si vous retirez les Noirs, il n'y aura pas de musique populaire telle qu'elle est faite aujourd'hui. Elle sera différente, mais pas nécessairement comme ce que nous sommes en train de vivre. Alors au niveau des motifs tribaux, que ce soit les tatouages, que ce soit les choses qu'on met sur les habits, pareil, les jupagnes, c'est revenu aussi à la mode plusieurs fois. Même les masques, pendant la période de Covid, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient aux pagnes ou aux wax, soit des choses comme ça, pour rendre ce moment un peu plus, entre guillemets, joyeux, moins malheureux, je ne sais pas comment je dois dire. Et alors aussi, il y a au niveau de la spiritualité beaucoup d'éléments qui entrent de plus en plus dans les autres communautés partout dans le monde. Il y a des figures qui sont universelles, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas ça le problème. Mais des gens qui ont été à la tête de certains États, comme bon, Mandela, c'est peut-être le symbole le plus gentil, mais il y en a eu d'autres, comme Mandela, comme Obama, comme Kofi Annan et tout. Pour les jeunes qui grandissent dans le monde entier, aujourd'hui, c'est normal d'avoir un noir à la tête d'une grande institution ou de quoi que ce soit d'autre. Pour nous, la seule chose, c'est de savoir ce qu'il a dans la tête. Voilà. C'est ça qui différence peut-être avec les jeunes qui grandissent aujourd'hui. Et alors, au niveau des langues aussi, les langues sont transformées par les Noirs partout où ils se trouvent. Même au Portugal, j'ai entendu ce genre de remarques, alors que bon, moi je connais que l'anglais et le français comme grande langue internationale qui sont aussi transformées. Et du coup, les anthropologues chinois, ils sont intéressés à ça parce que pour eux, en mandarin, apprendre et copier, c'est la même chose. Quand les gens partent en Chine, les Africains, même dans n'importe quel village, ils apprennent très rapidement la langue. Alors, je me demande quelle faculté au niveau linguistique ils ont pour s'adapter, s'acclimater aussi rapidement. Et je dirais aussi qu'on peut prendre l'exemple du GSM. Hein. Il y a une société qui voulait s'implanter en Afrique. On lui a dit tu vas te planter, ça ne va pas marcher. Or, lui, il s'est basé sur tout ce qui était sciences humaines pour dire que les Africains ont besoin de beaucoup parler, de beaucoup communiquer entre eux et que le G5, ce sera un outil formidable. Il a créé une société où il a beaucoup gagné d'argent, c'est mercantile, ok. Bref, je reviens à ceci, on parle tout le temps de la mondialisation, Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une africanisation du monde dans le même moment, qu'elle soit inclue ou pas dans la mondialisation en termes mercantiles ou d'impact culturel ou social ou mental? Oui, oui, enfin, je pense qu'il y en a, mais c'est un problème. Parce que j'en parlais l'autre jour avec le concept de fongibilité. Je le sors à chaque fois avec les mots. Fongibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept économique qui signifie la capacité d'une marchandise qui peut être échangée contre une marchandise de même qualité et de même quantité. Et il y a des biens qui ne sont pas fongibles, par exemple, une bague de fiançailles, vous ne pouvez pas l'échanger, même si vous avez le même cara, même si vous trouvez un diamant un peu similaire, elle existe parce que
appartient à un certain moment, elle a une valeur sentimentale, comme on dit trivialement. Et du bois, de l'or, n'importe quelle marchandise, si vous pouvez les changer, peu importe de quelle manière vous les changez, elle est fongible. Pendant l'esclavage, les corps noirs étaient considérés comme fongibles. Les esclaves, même si on leur donnait un nom, peu importe, on pouvait les échanger. Maintenant, donc, les Black Studies, ce concept de fongibilité est très souvent utilisé pour désigner la culture noire qui s'échange, qui se partage, mais d'une telle manière que il est vrai qu'aujourd'hui, les cultures noires, notamment en langue anglaise, notamment aux États-Unis, elles sont hégémoniques. La culture, notamment la musique noire aux États-Unis, et dans le monde, puisque les États-Unis, c'est la plus grande puissance culturelle du monde, c'est la première musique du monde. Toutes les musiques populaires sont d'ascendance noire, et les grands artistes sont les artistes noirs. Que ce soit le rap, même la pop, même le rock a une ascendance du blues, etc. C'est à partir du moment où les Noirs sont allés aux États-Unis que toutes les musiques populaires américaines ont été nées. Il n'y en a pas une où on peut dire non, là ça vient exclusivement de la musique classique, de la musique des Highlands, etc. Non, il faut forcément un moment de reggae, un moment de blues, un moment de spirituals, un moment de rap. C'est ça la musique américaine. Et la musique américaine s'est mondialisée, donc d'où Gangnam Style, le mec il essaie d'avoir un flow. Même l'électro, voilà, l'électro comment dire, Atlanta, je crois, c'est des noirs dans l'affaire, etc. Bref, c'est dur d'avoir des genres musicaux contemporains sans avoir des noirs dans l'affaire, sans avoir des noirs dans le processus créatif. Même d'ailleurs, comment il s'appelle encore ce sale type, le chanteur de Bourzoum, Mark Vikernes, quand il a été c'est un chanteur de black metal, musicien de black metal, qui a fait le groupe Bourzoum, qui a tué un de ses potes, qui était en prison, dans les prisons 4 étoiles de la Norvège, pour le plus dire. Tellement de prisons 4 étoiles qu'il avait un synthétiseur et tout en prison, donc il ne pouvait plus faire de la guitare, etc. Donc il a dû modifier sa musique. Et il s'est dit, bon, je vais changer mon style. Pourquoi? Comme excuse, il a pris, mais en fait, le métal, c'est un truc qui revient du rock, qui vient du blues, donc c'est de la musique de nègre. Moi, je ne vais pas faire de la musique de nègre, donc je vais faire de l'atmosphérique. Alors, il faisait des espèces de nappes de synthé, etc. C'est ridicule. Si vous regardez Orange Mécanique, vous savez, quand il y a l'espèce de réorchestration de Beethoven au synthétiseur, de cette ridicule comme ça, sa musique, ça ressemblait un petit peu à ça après. Donc, vous voyez que si vous enlevez l'élément nègre de la musique de ces types, il ne reste effectivement plus grand-chose d'intéressant. En tout cas, même lui, si vous voulez, le nazi en chef, il a reconnu qu'il était obligé de se sentir souillé par l'héritage noir d'une musique aussi pourtant blanche que peut apparaître à première vue le black metal. Donc tout ça pour dire, oui, culture contemporaine, musique contemporaine, fortement teintée par l'influence noire. De même, voilà les grands acteurs aujourd'hui, comment dire, le sport, on n'en parle même pas, le sport de haut niveau, parce que maintenant c'est devenu un élément fondamental, fondateur du divertissement, aussi bien le football, comme dirait européen, le soccer, quoi, aussi bien le football américain aux États-Unis, majorité noire, le basket, majorité noire, bref, les entertainers à l'échelle du monde sont les noirs. Bah, alors, où est-ce qu'on en arrive? Bah, oui, africanisation du monde, mais pas au niveau du pouvoir, quoi. Bien sûr, vous avez dit Obama est acceptable, Kofi Annan est acceptable, mais ça reste des exceptions. Si vous voyez la différence entre la quantité d'entertainers noirs et la quantité de personnes, de figures de pouvoir noirs, et surtout de figures de pouvoir noirs qui travaillent aussi dans les intérêts d'Afrique, parce que malgré tout, ce n'est pas exactement ce qu'Obama a fait, quoi. Il n'a pas forcément été dans ce sens-là. Donc, malheureusement, il faut penser que cette espèce de contradiction entre une très grande, une très forte influence culturelle, mais en même temps, une influence culturelle qui est complètement découplée
d'une influence et d'un pouvoir politique. Et même la musique, le divertissement noir n'arrive pas à basculer les choses et n'arrive pas à fabriquer un discours, on va dire, qui met l'Afrique en avant dans ses intérêts sociaux, malgré la plateforme des artistes. Et ça, je pense que c'est la question des canaux de diffusion, des producteurs, etc., qui fait encore défaut. Et je ne sais pas, je ne dis pas du tout ça pour dire négliger ou mépriser les artistes noirs, mais que malheureusement, encore une fois, c'est un peu cette question de l'appropriation culturelle, quoi. Ou, comme disait Véronique l'autre jour, une possession, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont les bénéficiaires, mais non pas les possesseurs de leur propre talent. C'est-à-dire, on va te donner une belle villa, un jet privé, mais en échange, tu ne vas pas parler de sujets qui parlent aux Africains. Ou pire, voilà, Akon, faire des arnaques pas possibles pour arnaquer les Africains pour créer des villes de Playmobil en disant que ça va être le Wakanda. Ça, c'est vraiment le pire. Il y a aussi des crapules, évidemment. C'est pas possible dans nos communautés qu'il ne faut pas. Voilà, Akon, il chante bien, mais enfin, il a quand même, il faut bien le dire, là, c'est peut-être pas. Et quelqu'un qui chante mal, bon, tu chanter, pardon. C'est une question de goût, après, bon, voilà, c'est ma jeunesse. Hein. Juste pour rappel, plus que des remarques, pour l'instant, les remarques, on les fait à la fin. Pour l'instant, juste les questions, si vous voulez bien. En fait, ce que j'ai dit au début, c'est que on sera en discussion, mais ça peut être intéressant que ce soit une discussion collective avec des questions. Et donc, on gardera les remarques pour la fin, mais qu'au fur et à mesure, j'aurai des points d'arrêt pour des questions. Est-ce que, puisque moi, ça me paraît évident, cardinal, que le noir, c'est la propriété du monde moderne. Donc, il lui a refusé le droit intellectuel et le droit à la propriété, soit qui est l'évolution majeure de son génie musical. Et ça a été ce qui a basculé notre playlist Spotify. Est-ce que justement, ce qui a permis à cette créativité noire de passer outre ce refus à sa propriété intellectuelle, ça n'a pas justement été, ce que j'ai perçu dans la remarque de Célestina, justement l'éternel retournement du cinéma. Ah oui, tous les blancs font de la disco. Eh bien, dans mon ghetto, je vais faire du funk. Et du coup, les blancs se retournent, ils reprennent le funk. Ah oui, je ne peux pas rentrer au musée. Eh bien, je fais ma pop party dans mon ghetto et le hip-hop se réinvente. Est-ce que le retournement du cinéma n'est pas chaque fois ce processus de réenchantement de ce génie noir qui, évidemment, est inaccessible à sa propre intelligence? Ça, c'est la tragédie, en fait. C'est-à-dire, c'est la tragédie d'être dans la situation éternellement subalterne. Une situation éternellement subalterne qui trouve toujours des nouvelles ressources. Et aussitôt que les ressources sont trouvées, parce qu'il faut bien survivre, il faut bien s'amuser, il faut bien... Aussitôt, elles sont, comment dire, appropriées. Et alors, on invente autre chose. On se dit, bah, on va pas se laisser faire, on va faire autre chose, quoi. Et hop, aussitôt, ah oui, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. C'est un peu une espèce de mise sous cloche permanente. On va leur prendre leurs jouets, parce que ça avait l'air bien, et un petit peu comme une vache qu'on traite chaque matin, quoi. Sauf que là, c'est tous les 20 ans. On va voir ce que les Noirs ont fait, là, depuis qu'on leur a volé le dernier truc. Est-ce qu'on ne peut pas leur prendre de nouveau leur nouvelle création? Tu vois ce que je veux dire? J'ai un petit peu l'impression que c'est ça. Mais même, quand je dis c'est tragique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas faire la grève et dire, bon, maintenant on ne va plus faire de musique, maintenant on ne va plus écrire de romans, on ne va plus faire de théâtre, etc. On arrête tout maintenant, on va voir ce que vous pouvez faire pour nous. Parce qu'en plus, on va crever la dalle, parce que tant qu'on n'est pas créatif, on nous donne rien du tout. On ne peut attendre que des blancs, comme le dieu des blancs, par hasard, Mick Jagger.
Mitterrand n'a pas demandé l'autorisation à celui qui a fait de lui un adolescent, Muddy Waters, de lui piquer un titre qui va devenir le nom de son groupe, The Rolling Stones. Et puis il s'est souvenu, après évidemment quelques rails de coke et une carrière de rocker, qu'effectivement, oui, quand j'étais jeune, je suis allé à Chicago et ce type, c'était mon dieu. Et donc, avec mes émoluments, je vais lui financer un album. Muddy Waters a survécu et il a pu enfin manger, quoi. Mais entre-temps, d'autres sont morts. Mais sinon, si c'est pas ça, c'est ce que tu dis. Mais tu vois, mais c'est pour ça aussi que ce concept d'appropriation culturelle peut être utile, parce que c'est vrai qu'une autre réponse est de tenir à ce qu'on avait, de dire mais arrêtez de nous le prendre, quoi. Mais c'est vrai que l'histoire noire, c'est une histoire de grands seigneurs qui se sont dit, ben, ok, c'est approprié, mais c'est pas grave, nous on est déjà sur autre chose, quoi. Et finalement, c'est cette élégance et cette inventivité qui cause la perte, quoi. Je veux dire, cette idée qui est finalement une idée communiste, une idée socialiste magnifique, qui est que rien n'appartient à personne, qui serait magnifique si on était dans un monde construit sur les principes qui prévalent dans beaucoup de traditions africaines, mais malheureusement, quand on a quelqu'un qui approprie au lieu de participer au partage, et qui pose des trucs en disant maintenant, oui, c'était à toi il y a 5 minutes, maintenant c'est à moi, et c'est plus à toi en fait, et bien là, c'est ça qui devient, c'est le moment où ça devient problématique. C'est vrai que nous avons exploré le livre à partir de l'extérieur, mais moi, ce qui est intéressant, je pensais que ce serait une interrogation, mais comme quoi c'est tellement important à chaque fois, ça nous a pris beaucoup de temps, mais je trouve que les questions qui sont posées, donc c'est un manifeste évidemment, donc c'est assez petit, assez clair. Mais il pose des situations et des questions politiques très intéressantes, très pertinentes. Tout le monde a passé longtemps dessus, Oui, ça crée des débats intéressants. Néanmoins, quelque chose qui m'intéresse, c'est maintenant aller à l'intérieur, parce que tu évoques quand même des situations très importantes, qui sont des questions que je pense ne pas être la seule à me poser, notamment la question des alliances. Et moi, j'avais envie, en fait, je ne sais pas si j'ai oublié la question ou si j'avais envie de la poser plus tard. Qui est-ce que tu voyais quand tu écrivais? Qui tu voyais comme lecteur de ce livre quand tu écrivais? Ça, c'est la première chose. Et donc, ça m'amène à la deuxième question sur la question des alliances. En effet, face à ce dont tu parles, comment faire alliance? Avec qui faire alliance? Quelles sont les conditions de l'alliance, des alliances? À partir de quel moment est-ce que quand on fait des alliances, on n'oublie pas ce qui est fondamental à la lutte et à ce que comment dire à une manière de contrecarrer la déshumanisation, ou voire à vivre tout simplement en dehors de cette déshumanisation. Donc voilà, c'est un peu une question que je pose et j'espère que nous aurons assez de temps pour exprimer, et j'espère que oui, parce que la question du capitalisme et de la nécropie, c'est super. Je trouve que tu as une idée très intéressante là-dessus. Donc voilà, il y aura ces deux questions-là. Le public, en fait, le livre, c'est un livre qui a une espèce de destin immédiatement, comment dire, international, non pas de mon fait, mais du fait du schéma éditorial qui a été mis en place pour ce livre. C'est-à-dire qu'il a d'abord été publié au Togo, comme je le disais tout à l'heure. La maison d'édition première du livre est basée à Lomé. C'est la romancière et dramaturge Leonora Miano qui la possède. Donc c'est elle qui m'a passé d'abord commande de ce livre. Le livre a été aussi, comment dire, va posséder une édition en langue anglaise de par une maison d'édition qui est basée d'abord en Inde avec une importante succursale en Grande-Bretagne, à Londres. Donc, il y a une édition française qui est aussi une édition qui a été fort diffusée jusqu'à présent. Donc, j'avais en tête, quand j'ai écrit le livre, plusieurs lieux,
endroit où elle devait être reçue. C'est pour ça que j'ai tenté de sortir des exemples de différents endroits. Il y a 2 jours, Nordine Saïdi me disait alors, est-ce que dedans tu parles de la Belgique? Je ne sais plus si je parle dedans de la Belgique ou pas. Tu parles de Léopold II. Je parle de Léopold. Bah oui. Comment ne pas en parler Et de la mine Barbara. Et de la Et de la mine Ok, Barbara. alors, ma foi, c'est deux choses, comment dire, 2 choses malgré tout incontournables, quoi. J'ai pas du tout été dans les détails, mais au moins deux éléments importants ont été mentionnés. Donc, j'avais en tête forcément beaucoup d'endroits, ce qui fait que nécessairement, ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que ça nécessite de monter en généralité, mais en même temps, ça empêche, ça force à ne pas être dans une espèce de vision tunnel, locale, etc., que je trouve ont beaucoup d'essais, j'allais dire francophones, mais surtout français, en fait, où je trouve que quand un Français écrit un essai, il pense que la France, il n'y a rien d'autre. Et tous les exemples sont français, etc. J'entends la rumeur. Moi, en tout cas, oui, ça me saoule parce que ça fait longtemps, enfin, ça fait, je sais pas, 7 ans maintenant que j'habite plus en France et donc je suis un peu ennuyé de voir qu'on parle que de François Fillon, etc. Je ne suis pas si intéressé que ça. Donc, mon public cible, c'était vraiment les militants, d'abord panafricains, mais aussi décoloniaux à travers le monde. C'est grandiloquent dit comme ça, mais c'était vraiment ça le premier public que j'avais. Et aussi, c'est pour ça que j'ai fait aussi beaucoup de critiques du libéralisme, mais pas tellement du libéralisme économique en tant que tel, mais disons une espèce d'application du libéralisme dans le discours politique et dans le discours militant, que je l'ai beaucoup vu aux États-Unis. Mais je sais que les États-Unis, quand j'ai écrit les 3/4 du livre, c'est quand je vivais encore aux États-Unis. Donc, j'étais beaucoup avec cette influence-là, aussi bien sur la violence négrophobe, qui est quand même très concentrée, intense et âpre aux États-Unis, donc très visible et même obsédante un petit peu. D'une manière, je dirais, c'est pas pour dire qu'ici il n'y en a pas, mais pour dire que aux États-Unis, il y a une espèce de saleté, une espèce de crasse dans la chose qui forcément vous habite. Et c'est donc ça qui a nourri une grande partie de ce livre-là. Cette volonté de parler aux activistes décoloniaux, panafricains, Black Power, et toute cette espèce de galaxie quoi, qui se concentre depuis une vingtaine d'années, je dirais. Ça, c'est pour le premier public, on dirait. Après, comme toujours, quand je fais un livre, je me dis que ça peut être lu par n'importe qui. Quoi. Je ne sais pas de faire un livre qui est un livre à clé, un livre avec un public absolument fermé. Mon côté philosophe, moi, c'est mon côté, le côté de voilà, être éduqué à la Socrate, Platon, etc. Voilà. Le dialogue de Socrate est toujours retiens-toi l'esclave, qu'est-ce que tu penses autre chose que l'esclave est débile? Ah oui, l'esclave a la raison aussi, et ben, mon esclave c'est le blanc ici, le blanc peut peut-être comprendre ce qui est marqué là. Donc, j'ai aussi toujours en tête le fait de rendre le truc plus accessible et surtout d'éviter la connivence. J'aime pas la connivence. En général, tout ça, je l'aime bien quand on fait des blagues. Quoi. La connivence et les blagues, c'est absolument génial. Mais quand on fait de la théorie, de la politique, etc., la connivence, le truc de tu sais de quoi je parle, etc. On sait, nous on sait, etc. Et le côté un peu, comment dire, de parler à mots couverts, juste pour. Parce que maintenant on criminalise le dogme-seul, etc. Ça, c'est encore un peu une version un peu perverse de ça. Mais voilà, cette espèce de logique ou d'écriture ou de style du sous-entendu, j'essaye de ne pas le mettre dedans pour que ce soit compréhensible par tout le monde et dans l'espoir que ça puisse faire l'objet de débats raisonnables, d'opposition d'arguments,
ce qui bien sûr n'a jamais lieu. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas sur Twitter, etc., sur X, parce que je sais que ça n'a jamais lieu. Mais le groupe dialogue philosophique dans mon monde des idées, c'est censé avoir lieu. Donc, anime. D'abord pour les activistes décoloniaux et deuxièmement, dans un plus haut degré d'abstraction, pour n'importe qui, pour le public qui lit, je dirais Kant, n'est-ce pas, pour les êtres doués de raison. Voilà. Hein. On disait Malcolm X, je suis pour la vérité, peu importe qui l'a dit. Il y avait une deuxième question, je me souviens, c'est ça. Les alliances. En réalité, il y a beaucoup de questions intéressantes. Il y a évidemment la question des alliances, il y a le capitalisme, la question de l'homophobie et capitalisme, donc je trouvais que c'était intéressant. Il y a aussi la question de comment faire communauté quand il y a toutes ces questions. Mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps de parler de tout ça. Moi, j'étais le livre. Mais après, c'est aussi pour ça notamment que je demande parfois les réservations souhaitées, c'est pour savoir combien de livres il va y en avoir. J'ai reçu 10 réservations. Donc il n'y aura pas assez de livres pour tout le monde, mais par contre, comme j'aime bien votre argent, je vous passerai une feuille pour pouvoir commander donc, dans la semaine prochaine. Surtout, il y a plein d'autres livres. Hein. Tu n'es pas obligé d'acheter celui-là. Tu peux acheter tout cela. Mais il est quand même intéressant. Vraiment, je pense que c'est un point de départ pour des questions essentielles. Et que, avec c'est pas là pour que le livre ne se vende pas. il y a pas mal de sujets avec lesquels j'ai eu avec une ou d'autres personnes présentes. Et je trouve ça intéressant que ce soit abordé, travaillé et approfondi dans un livre. Voilà. Mais si tu souhaites répondre à la question des alliances. À la question des alliances, ok. Bon. Quand je parle des alliances dans ce livre, c'est surtout pour les critiquer. C'est surtout pour critiquer un état de fait, en fait, qui nous travaille, qui nous marque depuis la fin du moment de ce que un historien québécois dont le nom maintenant m'échappe, mais qui est très intéressant sur le pouvoir noir à Montréal, enfin, le mouvement noir à Montréal. Il parle de la longue durée du Black Power, c'est-à-dire tout ce qui a traversé le moment des indépendances africaines jusqu'à Black Power aux États-Unis, en passant par Malcolm X, comment dire, les droits civils, etc. Enfin bref, les droits civils qui étaient avant évidemment, enfin, toute une séquence assez longue qui est, on va dire, au cœur du XXe siècle, au cœur du XXe siècle, puis le nationalisme noir et Harlem Renaissance dans les années 20, jusque 20, pardon. En plus, moi, à la base, je suis censé dire 20, parce que je viens de Lorraine, moi j'ai appris 20. Après, j'ai fait mes études à Toulouse, dès que je disais 20, je partage ma douleur avec vous. J'étais réformé, moi. J'étais réformé du 20. J'avais dit, Elon Beans, je lui avais dit normalement, si j'avais encore 22 ans, là, je dois s'appeler Elon Vance. Et ça va jusqu'aux années, on va dire 80, voire 90, la chute, vraiment, ou la décrédibilisation du mouvement noir ou du Black Power, c'est quand même un petit peu coextensif avec la chute du mur de Berlin. Il y a vraiment, c'est le backlash et la victoire du libéralisme politique comme unique option politique viable. Donc ça, c'est la longue durée du Black Power. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que ça s'est terminé? On s'est dit, de manière un peu mélancolique, pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce que le Black Power n'a pas réussi? Pourquoi est-ce que le nationalisme noir a échoué? C'est parce qu'on n'a pas su faire les bonnes alliances. On était trop centrés sur nous-mêmes, on était trop égoïstes, égocentriques. On n'a pas été vers les autres communautés qui souffraient. Alors, c'est maintenant ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché davantage. Et structurellement, ça pouvait difficilement fonctionner, puisque le principe de base, c'était de dire que on est juste que
des groupes d'intérêts parmi les autres, il pourrait y avoir une convergence de ces intérêts. Mais à partir du moment où on a bien conscience de cette déshumanisation noire, à partir du moment où on a compris cette position où la parole noire dans les espaces militants, dans les espaces associatifs, elle est souvent considérée avec un certain mépris, un certain dédain. Mais vous alliez comme vous voulez, mais vous devenez rapidement un aide de camp ou un larbin pour les intérêts des autres. Sachez très bien que ce n'est pas du tout une expérience isolée. J'ai entendu ça 1000 fois. Si vous lisez Steve Biko, si vous lisez Malcolm, bref, si vous lisez les militants politiques noirs qui ont marqué l'histoire, vous voyez qu'ils font toujours cette expérience à un moment donné. Ils vont chez les socialistes blancs, ils voient bien que c'est pas si on leur donne la pelle et la balayette pour ramasser les saletés. En tout cas, on considère juste qu'ils sont là pour décorer ou pour passer les plats aux autres. Donc, il faut faire ce constat d'échec. Et ce constat du fait que les belles paroles qui disent qu'on va mélanger les intérêts politiques noirs aux autres, ça passe parce qu'on n'a pas compris à quel point la négrophobie était un élément important dans beaucoup d'organisations, d'associations, de groupes de pression, etc. Et on n'a pas envie que la parole noire s'exprime. Donc, c'est pour ça que je dis que cette stratégie des alliances, qui est une espèce est devenue surtout une espèce de mantra, ou en tout cas une sorte d'idéologie obligée, d'unique voix, et pas la voix souhaitable. Et surtout, le problème, c'est que c'est l'alliance de rien avec des organisations déjà existantes. Quand je dis de rien, ça veut dire c'est pas l'alliance de puissance politique noire constituée avec, c'est juste des noirs isolés, on va les prendre, etc. On va faire en sorte que quand ils commencent à parler un peu trop entre eux, on leur dit bon, les gars, vous êtes un peu communautaires, là, ça fait chier, etc. Vous pourrez se mélanger, hein, voilà, hein. Bon. Ça, c'est cette situation où on a une incapacité qui est entretenue de faire valoir des intérêts collectifs noirs dans les structures existantes. C'est tout juste si on reconnaît qu'il y a possiblement des intérêts collectifs. Donc, bon, les noirs, vous êtes choses différentes, etc. N'oubliez pas, il y a 52 pays en Afrique, etc. Vous n'êtes pas les mêmes, il y a les Antilles et tout. N'oubliez pas que vous n'êtes pas les mêmes. Hein. Vous n'allez pas croire que vous êtes les mêmes. C'est tout juste si on nous dit, nous, si on commence à considérer qu'on a des trucs en commun, ah bon, vous êtes raciste parce que vous avez oublié que l'Afrique n'est pas un pays, etc. Oui, l'Afrique n'est pas un pays, mais c'est un problème. C'est tout le problème que ce n'est pas un pays, ça devrait l'être. On va être fiers qu'il y a plein de pays. C'est ça qui nous cause problème. Ça devrait être des régions, ça devrait être des États, ça devrait. Mais cette espèce de truc, n'oubliez pas à quel point vous êtes divisés. Hein, vous êtes très divisés. Vous n'avez rien à voir les uns avec les autres. Vous ne parlez pas les mêmes langues, vous ne mangez pas les mêmes plats, vos vies n'ont pas le même goût. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette obsession de la différence? Dès qu'on parle de l'Afrique, dès qu'on parle des Africains, dès qu'on parle des personnes noires, que les Blancs, à chaque fois, n'oublient pas de rappeler. Parce qu'à un moment donné, on leur a dit, parce qu'ils confondaient un Éthiopien avec un Sénégalais, on leur a dit, mais écoutez, l'Afrique, c'est pas, tout le monde n'est pas pareil. Ah oui, ah ben d'accord, ça veut dire alors que vous n'avez rien à voir les uns avec les autres et que vous n'avez pas d'intérêt collectif commun. Ils ont fait le saut immédiatement de l'un à l'autre. Bon, je parodie un petit peu, je caricature, excusez-moi, mais bon, voilà, pas si différent que ça. Bref, pour dire, moi je pense qu'il y a des intérêts communs, c'est ça qui s'appelle le panafricanisme à la base. C'est tout bête, c'est pas une invention révolutionnaire. Enfin, si c'est une invention révolutionnaire, mais c'est certainement pas moi qui la révolutionne, c'est déjà une vieillerie. Et donc, les alliances, les alliances sont possibles à partir du moment où il y a un pôle politique noir organisé, où il y a un pouvoir noir, une puissance noire qui peut dialoguer avec les autres. Mais on est dans un statu quo où le préalable à l'alliance, c'est que les noirs soient une espèce d'objet décoratif ou de masse vaporeuse avec laquelle on ne dialogue pas, mais juste qu'on absorbe, qu'on intègre et qu'on ingère, et dont on se sert un petit peu comme une variable d'ajustement.
Donc c'est surtout cette chose-là que j'ai attaquée. Donc j'ai critiqué cette politique des alliances, mais ça veut dire que j'y serais favorable à partir du moment où on pourra la négocier, y participer depuis une position de force et non pas depuis une position d'extrême faiblesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que mes collègues et amis vont remettre les chaises tranquillement. Vous pouvez discuter, boire un petit verre, acheter des livres. Oui, non, je ne peux pas oublier ça. Et puis voilà. Donc merci à vous de...